the presentation of Mamadou Alimou Diallo, a PhD student in law at the University of Perpignan via Domitia in France. So I think the presentation is in French too. Alimou, are you here? Yeah, I'm here. Thank you. Thank you too. Parfait. Mesdames et messieurs, bonjour. Ainsi que Laurine vient de le dire, je me nomme Diallo Alimou. Je suis doctorant inscrit au sein du Centre de droit économique et de développement de l'Université de Perpignan. Alors, le thème que nous allons ensemble aborder cet après-midi n'est pas réellement le sujet de ma thèse, qui, elle, porte sur une étude critique de l'acte uniforme de l'OHADA. L'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Donc, ma thèse porte sur une étude critique de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique que je réalise depuis 3 années sous la direction du professeur Jean-Marc Moulin. Avant de vous présenter le plan qui gouvernera ma présente communication, il me soit permis de très rapidement partir féliciter les organisateurs de ce colloque, en l'occurrence Thomas et Laurine. Also, pas seulement pour la pertinence du sujet de ce colloque, non, mais aussi pour cette gigantesque logistique mise à notre disposition et qui nous a permis d'être en contact depuis le début de ce week-end. Donc, cela dit, je vais revenir très rapidement à mon sujet qui porte sur la situation actuelle des États africains 5 ans après la conférence de Paris. Et donc, le plan de ma présentation s'articulera autour de 4 gros points, si je me le permets. Dans un premier temps, nous allons aborder le contexte général, le contexte climatique dont nous vivons actuellement. Et ce contexte qui vient de loin, d'abord depuis la conférence de 1979 de Genève et jusqu'à celle de Paris. Donc, nous allons survoler très rapidement ce contexte pour ensuite, sur un deuxième point, nous concentrer sur la conférence de Paris de 2015. Et après, nous verrons dans un troisième point les solutions qui ont été retenues lors de la conférence de Paris pour mieux protéger la planète. Et en 4e position, et puisque le sujet de mon intervention l'oblige, nous allons voir ce que les États africains sont en train de faire ou font depuis la conférence de Paris. Donc, vous constaterez avec moi qu'il y a une urgence climatique, depuis des années. Et en effet, depuis 3 décennies, soit depuis la première conférence mondiale sur le climat qui a été organisée en 1979 à Genève, les défis que le réchauffement climatique fait planer sur le bien-être et le développement durable occupent une place de plus en plus importante, non seulement dans nos vies en tant que particuliers, en tant que membres de la communauté, mais aussi au sein de l'actualité internationale. Par suite d'enquêtes, je lisais la dernière fois sur une plateforme juridique qu'il a été démontré que les effets du changement climatique sur notre train de vie figurent actuellement parmi les premières préoccupations de la société. Et parlant d'ailleurs de ces premières préoccupations, et quand je prends le cas particulier de la France, il se trouve que 76% de la population française considère que les effets du réchauffement climatique, que le défi du réchauffement climatique constitue sur le long terme un problème aussi plus inquiétant que le coronavirus. Donc, c'est pour vous dire ici l'envergure que le réchauffement climatique représente dans notre train de vie, représente pour le développement durable. Cela dit, je m'aimerais soulever quelques chiffres avant de passer à la prochaine étape, mesdames et messieurs. Il se trouve que actuellement, le niveau de réchauffement climatique
est de 1 degré Celsius, alors qu'il y a moins d'une décennie, donc entre 2006 et 2015, ce niveau était compris entre 0,75 degrés Celsius et 0,99 degrés Celsius. Donc, c'est dire que le taux est rapidement parti à 1 degré Celsius en un laps de temps. Ce qui d'ailleurs fait dire aux scientifiques que si des mesures conséquentes ne seront pas prises, que si nous n'agissons pas tout de suite, que si nous ne prenons pas des actes conséquemment à cette situation, à l'horizon 2040, ce niveau pourrait atteindre 1,5 degré Celsius. Donc, mesdames et messieurs, chers amis doctorants et doctorantes, c'est bien entendu dans ce contexte un peu particulier et un peu urgent que la conférence de Paris s'est tenue en 2015. Il fallait donc agir. Il fallait agir, il fallait trouver une solution et je ne vais pas vous apporter mieux que ce qui a été dit tout de suite par mon prédécesseur et tout ce qui a été dit dans la matinée sur le climat. Donc, il faut tout simplement retenir que, grosso modo, lors de la conférence de Paris sur le climat de 2015, il a été convenu de maintenir le niveau du climat, le niveau de réchauffement de la Terre à l'horizon 2100 à 2 degrés Celsius. Au fait, l'ambition, c'est de faire de sorte que ce niveau n'atteigne pas 2 degrés Celsius à l'horizon 2100. Donc, il faut passer par les manières adéquates afin de réduire l'émission de gaz à effet de serre à travers le monde entier, afin que, horizon 2100, que nous ne puissions pas dépasser le niveau de 2 degrés Celsius. Mais ainsi que le professeur Hervé Bretift a dit dès la rentrée de ce colloque aujourd'hui matin, je me souviens, il dit nous les êtres humains, nous avons tendance à poser le problème très facilement et à présenter le problème aussi très facilement. C'est dire qu'il est facile de dire qu'à l'horizon 2100, nous allons faire de sorte que nous ne dépassions pas les 2 degrés Celsius. Mais comment? C'est la grande question qu'il faudra d'abord préalablement résoudre. Et c'est pour cela que je m'en irai épeler quelques analyses qui ont été effectuées afin que cet objectif soit atteint. En effet, peu avant la conférence de Paris sur le climat, il y a eu une étude très importante qui a été publiée par 2 chercheurs de l'Université de Londres, en l'occurrence Christophe McGlade et Paul Ekinci, qui ont publié une étude dans la revue Nature, au sein de laquelle étude, ils ont fait savoir que pour pouvoir honorer les engagements de Paris, c'est-à-dire qu'à l'horizon 2100, qu'on puisse ne pas dépasser le niveau de 2 degrés Celsius ou éventuellement de ne pas l'atteindre, il va falloir, à partir de 2015 déjà, et cela jusqu'en 2030, procéder à une réduction de 7,7% d'émissions de CO2. Donc, c'est donc dire que les actions qui doivent être entreprises maintenant là. Alors, cela ne suffit pas. À lire l'étude et à lire l'intervention de ces 2 experts en la matière, il va également falloir abandonner les projets d'extraction de certains combustibles, notamment le pétrole, le charbon et le gaz. Est-ce que cela impliquerait pour le continent africain, puisque c'est de ce continent qu'il s'agit dans mon intervention? Et bien entendu, pour le continent africain, cela implique une renonciation de l'exploitation de ses ressources en charbon. C'est une masse de 85% en charbon que le continent africain dispose. Il va falloir encore renoncer à 33% de richesse en gaz naturel et 21% en pétrole. Donc, certainement, à travers ces actions, on pourrait bien entendu pouvoir réduire de 7,7% d'émissions de CO2 jusqu'en 2030. Mais pas seulement si nous voulons, à l'horizon 2100, ne pas atteindre les 2 degrés Celsius de réchauffement de la planète. Il va également falloir privilégier certaines formes d'investissement qu'on appelle les investissements responsables. Ce sont naturellement les investissements socialement responsables. Et tout de suite,
mon prédécesseur, celui qui vient d'intervenir, a parlé de la responsabilité sociale et j'ajouterai environnementale des entreprises, des particuliers et de tous les consommateurs. Donc, c'est plusieurs actes qui doivent être posés de manière volontaire et c'est seulement en cela, à l'horizon 2100, on pourrait atteindre notre objectif. Alors, donc, cela m'envoie à toucher l'épine dorsale de ma présentation. Dire qu'est-ce que le continent africain fait depuis la conférence de Paris. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? C'est ma question. 5 ans se sont écoulés. Qu'est-ce que les États africains font afin de participer à la réalisation des engagements de Paris? Puisque la question climatique n'a pas de frontières, on l'a vu déjà, que le réchauffement climatique ne peut pas seulement être appréhendé sous l'angle des grandes puissances. Donc, la question fondamentale que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui se passe entre-temps et jusqu'à maintenant pour les États africains? Et certainement, certains parmi vous vont se demander, mais attends, Alimou, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas citer la Côte d'Ivoire et le Sénégal comme cas d'exemple pour illustrer un tel raisonnement, alors que sur le continent africain, il y a de très gros pollueurs, notamment l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc et même l'Égypte, qui sont très loin devant le Sénégal et la Côte d'Ivoire en termes de pollution. C'est une question qui est la bienvenue, bien entendu. Mais il faut partir des accords de Paris. Donc, si nous partons des accords de Paris, c'est dire qu'à partir des accords de Paris, qu'est-ce que chaque État a eu à faire? J'ai suivi tout de suite ce matin avec intérêt l'intervention de ma consoeur Charlotte de Boeuf qui parlait de la taxe carbone qui a été introduite dans plusieurs États, notamment en Afrique du Sud, et qui est sur le point d'être introduite également en Côte d'Ivoire et au Sénégal. C'est des actions appréciables en la forme. Mais de l'autre côté, mesdames et messieurs, il se trouve que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et c'est pour cette raison que je les ai visés dans mon intervention, se trouvent actuellement en train d'achever de nouveaux projets de centrales thermiques à charbon sur le continent, notamment à San Pedro pour la Côte d'Ivoire et à Bagni pour le Sénégal. Or, ainsi que les deux professeurs ont eu à le dire, je les rappelle, les professeurs Christophe McGlade et Paul Ekins, il faut limiter la mise en valeur ou la production et l'extraction de certains combustibles. Et donc, même si la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont adopté ou sont sur le point d'adopter des taxes carbone dont les résultats me paraissent encore confus parce que j'estime que la taxe carbone n'est pas la solution pour lutter contre le réchauffement climatique, mais c'est un autre débat. Je dirais que les actions qui sont en train de poser ces deux pays sont actuellement en train de mettre sérieusement en cause les accords de Paris de 2015. Or, ainsi que vous le constaterez avec moi, mesdames et messieurs, les pays africains ont beaucoup plus à gagner en s'inscrivant sur une ligne de défense, si vous voulez, défendre le projet de Paris. Les États africains ont beaucoup plus à gagner. Alors, donc, je vais me dire la prochaine question qui va se poser, c'est dire quelles sont les conséquences des accords de Paris pour le continent africain. Qu'est-ce que cela apporte pour les États africains si ces États décident d'accompagner les accords de Paris? S'ils ne décident pas de mettre en valeur ou de continuer à mettre des projets comme c'est le cas du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. En effet, lors de la conférence de Copenhague de 2009, il a été décidé de mettre en place un fonds vert pour le climat. C'est un fonds vert qui est composé pratiquement de plusieurs milliards de dollars et qui sont constitués par plus de 42 gouvernements afin d'assister les pays pauvres et les pays en voie de développement dans leur transition écologique. Et dans ce projet, les pays africains ont été particulièrement visés afin que ceux-ci puissent bénéficier d'un accompagnement sérieux pour qu'ils puissent abandonner la production de certains combustibles. Et donc, puisque je m'en vais vers la fin, donc, c'est dire que j'ai encore suivi l'intervention d'Émilie sur les énergies renouvelables.
C'est donc dire que en partant sur la base des accords de Paris, les États africains ont beaucoup à gagner à travers le financement de projets modernes sur le continent, à travers le transfert de technologies que les pays industrialisés se sont déjà engagés à apporter pour les pays en voie de développement et donc particulièrement pour les pays africains. Donc, c'est pour vous dire, en grosso modo, et puisque j'arrive sur la fin de mon intervention, mesdames et messieurs, la question climatique sur le continent africain est ambiguë. J'utiliserai ce terme ambigu pour conclure ma présentation, parce que si de l'autre côté on adopte une taxe carbone et de l'autre côté on continue à construire des centrales à charbon, je reste confus. Et donc, arrivé sur ce point, je vous dis merci. Et puisque je suis actuellement en Allemagne, je vous dirai herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ça veut dire merci beaucoup pour votre aimable attention et je me tiens à votre disposition. Je disais vielen Dank. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je souhaiterais savoir s'il y a des questions. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Merci Alimou pour ta présentation. C'était intéressant, c'est marrant que toi aussi tu focuses sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ma question serait, est-ce que tu t'y connais aux carbon offsets? Je ne connais pas le terme en français. Les compensations, c'est ça? Et qu'est-ce que tu en penses? Enfin, pas forcément au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, mais en général dans le continent africain. Des compensations, je n'arrive pas à accéder à ce terme. Soit un peu plus... Par exemple, quand des entreprises, dans le Nord en général, vont beaucoup polluer et puis vont compenser dans un pays, dans ce cas-ci africain, en, par exemple, plantant des arbres. Alors, moi, je suis, parce que mes recherches aussi dans le cadre de ma thèse s'intéressent aussi à la question climatique. Parce que pour moi, les entreprises, il y a une forte question de responsabilité sociale pour les entreprises en investissant, que ce soit en Afrique, mais je vais m'intéresser particulièrement à l'Afrique parce que c'est une partie du monde qui est vulnérable. Alors, il y a lieu de prendre en compte l'environnement dans lequel il y a eu d'investissement. Et très tôt, au début, je me suis dit, mais pour moi, qu'est-ce que la responsabilité sociale d'une entreprise ou qu'est-ce que la responsabilité environnementale d'une entreprise? Pour moi, il ne s'agit pas de gâter puis de réparer par la voie de la compensation. Il s'agit d'éviter de ne pas du tout gâter. Voyez-vous? Donc, c'est vrai, on dit souvent que oui, il est responsable après à travers des procédures pour planter des forêts, pour faire le reboisement en Afrique et autres, mais je suis de ceux qui pensent que dans un bon projet d'investissement, si une entreprise, par exemple, compte s'engager en Afrique, le projet d'investissement doit être en mesure de prouver qu'il n'affecte ni la population ni l'environnement. Et que les années à venir, la responsabilité sociale des entreprises puisse s'inscrire sur ce sens-là, que les projets d'investissement puissent démontrer clairement que le projet n'affecte ni l'environnement ni la société. Le cas échéant, un tel projet doit être abandonné. Merci. Justement, il y a beaucoup de critiques dessus, donc je voulais te demander. Merci. On a Brigitte qui a fait une remarque sur votre présentation. La remarque, c'était la question de climat est ambiguë sur le continent africain, avec notamment une exploitation abusive de nos forêts au Cameroun. Est-ce que vous voulez rebondir sur ce commentaire? Oui, alors, j'ai dit tout de suite que le continent africain, c'est un continent fragile. Fragile en ce sens qu'il y a peu de réglementation. Ce n'est pas, par exemple, comme en Europe ici, où la réglementation est endurcie, et à travers notamment la loi NRE et ainsi de suite en France. Et ce n'est pas le cas de l'Afrique où la réglementation n'est pas aussi dure. Donc, oui, c'est vrai, l'ambiguïté réside à ce niveau. Tout de suite, j'ai cité Charlotte qui a parlé de la taxe carbone. Certains disent que oui, la taxe carbone pourrait contribuer à lutter contre le réchauffement climatique.
dans le contexte africain, moi, je dirais plutôt la taxe carbone va endurcir ou va plutôt compliquer la facture finale du consommateur parce que ce dernier n'a pas d'autre alternative pour consommer, par exemple, l'électricité, comme c'est le cas, par exemple, en France, où il y a beaucoup d'autres moyens si, par exemple, la taxe carbone arrive à être implémentée. Donc, au Cameroun, encore, on voit la déforestation, on voit également dans d'autres pays. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ces actes, et comme je viens de le dire, il faut que les projets des sociétés, dès le début, puissent s'inscrire sur une voie à ne pas dévaster les forêts, à ne pas impacter négativement l'environnement. Donc, la base pour moi de la responsabilité environnementale des entreprises doit partir de ce point-là. Il ne s'agit pas de dire, oui, on va salir, après on va balayer. Non, il faut dire qu'on doit investir sans impacter négativement l'environnement. Donc, c'est un peu cela.